je suis Nouha Brada, je suis professeure à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, plus exactement au pôle Business and Management à l'Africa Business School. Mais je suis également, et c'est mon métier principal, consultante en stratégie, consultante en management et formatrice pour les entreprises. Donc, je mène cette double casquette parallèle entre l'enseignement universitaire, la recherche, mais aussi l'accompagnement des entreprises, et spécialement, depuis 2017, dans l'industrie pharmaceutique et auprès des pharmaciens, des professionnels de la santé et des médecins, étant donné que j'ai fait ma thèse de doctorat sur votre beau secteur d'activité qu'est l'industrie pharmaceutique. Donc, ma spécialité, c'est vraiment de mettre la lumière sur les aspects managériaux auxquels font face les professionnels de la santé tous les jours. Et étant donné qu'on a aujourd'hui des enjeux majeurs de rentabilité de l'officine, de nouveaux modèles de santé avec le réforme du système de soins, de connaître mieux sa patientèle, puisque les patients deviennent de plus en plus exigeants. Alors, j'ai proposé ce sujet aujourd'hui qui est pharmacie et entrepreneuriat, trouver l'équilibre entre enjeux santé et enjeux business. Donc, avant de commencer cette intervention, je remercie les laboratoires Botu, grâce auxquels on est là aujourd'hui pour l'organisation de cette conférence, ainsi que les organisateurs EasyCom qui ne faillent jamais à cette organisation excellente. Donc, trouver l'équilibre entre enjeux santé et enjeux business, je pense que c'est aujourd'hui l'essentiel du quotidien de tout professionnel de santé et du pharmacien en particulier. Pourquoi le pharmacien? Parce que vous avez pour une grande majorité des officines et l'officine doit être rentable économiquement, mais vous êtes aussi le premier recours de soins. Et étant donné que vous êtes le premier recours de soins, vous êtes à proximité de votre voisinage, des personnes qui viennent, qui passent à côté de votre pharmacie. Vous êtes dans l'obligation d'avoir cet enjeu éthique de santé de scientifique. Donc on va parler des deux aujourd'hui et on va voir comment on peut équilibrer entre les deux et quelles sont les bonnes pratiques et les quick wins que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre exercice officinal au quotidien. Alors, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'être en mode vraiment conférence où je vais parler pendant 1 heure et puis vous allez m'écouter et je vais vous donner uniquement 5 ou 10 minutes de questions-réponses. Aujourd'hui, je vais vous faire interagir avec moi. Donc, je vous propose ce modèle interactif, puisque c'est un atelier interactif. Si vous avez des smartphones, vous pouvez scanner le QR code. Ou alors, vous pouvez aller sur www.wooklab.com, qui est là, et mettre le code de l'événement OE 2024, comme Officine Expo 2024. Donc, une fois que vous êtes connecté, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde ? www.wooklab.com, code de l'événement OE 2024. Ça fonctionne? Alors, ma première question pour vous est la suivante. Quelle est votre casquette aujourd'hui? Vous avez la possibilité de répondre un maximum de 2 réponses. Quelle est votre casquette aujourd'hui? Aujourd'hui, en assistant à cette conférence, qu'est-ce que vous venez avec quoi? Vous êtes un étudiant, vous êtes un pharmacien d'officine, vous êtes un pharmacien industriel, un pharmacien hospitalier, vous êtes un commerçant, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes peut-être un pharmacien mais qui gère une grossisterie ou une industrie pharmaceutique. Donc, quelle est votre casquette aujourd'hui? Voyons un peu les réponses. Nous avons 8 pharmaciens d'officine titulaires qui vont être vraiment concernés par cette intervention. Est-ce que nous avons des étudiants? 17 étudiants en pharmacie. Merci beaucoup pour votre présence, les étudiants. C'est super et ça montre à quel point vous êtes sensibilisés aux aspects managériaux dans le futur de votre métier. C'est super. Un assistant pharmacien. Votre rôle est primordial aussi en pharmacie. Pas de pharmacien hospitalier représenté, un pharmacien industriel, je pense savoir qui c'est, et
un commerçant et un chef d'entreprise. Alors seulement 4 ont mis commerçant et chef d'entreprise. Ceux qui ont mis commerçant et chef d'entreprise, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Je sais que les réponses sont anonymes, mais n'hésitez pas à... www.wooklap, OE 2024, le code. Celui qui a mis commerçant, chef d'entreprise, lève la main. Oui? Est-ce que c'est possible de donner un micro à monsieur? Bonjour, c'est Dr Jim du Sénégal. Donc j'ai une pharmacie, j'ai également un business en ligne. Donc pour le commerçant, c'est pour le online page et chef d'entreprise en tant que pharmacien. Chef d'entreprise. Donc vous avez mis les deux, commerçant et chef d'entreprise. Oui. En tant que pharmacien, vous considérez aussi chef d'entreprise. Oui. Quelqu'un d'autre a répondu commerçant, chef d'entreprise? Alors, ça démontre que vous êtes pharmacien d'officine titulaire, mais ce que je veux vous prouver aujourd'hui, c'est que vous êtes aussi pharmacien chef d'entreprise. Vous êtes aussi commerçant, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas péjoratif, au contraire, puisque votre pharmacie doit vivre et doit être rentabilisée. Donc, je voudrais aussi savoir quels mots vous viennent à l'esprit quand vous pensez à votre pharmacie, ou pour les étudiants qui sont là, à l'exercice officinal en général. Donc on va se concentrer sur le pharmacien d'officine qui a un comptoir et qui va dispenser des médicaments. Qu'est-ce que vous pensez en un mot? Quels mots vous viennent à l'esprit? Management. Ah ben ça change de la question numéro 1 où on n'a eu que 3 commerçants. Pourtant, vous devez manager. Passion, conseil. Conseil, donc, avec le côté vraiment santé qui prend le relais. Saturation. Pourquoi saturation? Vous en pouvez plus des examens, les étudiants? Distribution, oui, parce que vous distribuez des médicaments. Détérioration, c'est triste. Mais on va faire en sorte que la pharmacie soit belle et forte et non plus détériorée. Alors, c'est de la vente aussi, c'est de la patientèle, du conseil et de la communication. On va beaucoup parler de communication aujourd'hui. Une responsabilité en tant que professionnel de la santé, oui, parce que vous êtes le premier recours de soins et donc il est très important de faire en sorte que votre responsabilité soit vraiment bien gérée. Un contact humain et des clients. Donc on voit bien ici qu'on a patientèle, client, conseil, contact humain, commerce, coaching, gestion officinale, contact avec le patient. Donc on a un double sens dans ces mots qui ressortent. Et c'est vos mots. Donc on a à la fois un enjeu vraiment business et à la fois un enjeu santé, de proximité avec notre patient. Alors, pour voir un petit peu, je vous ai préparé une petite vidéo qui dure 1 minute pour voir le parcours d'un officinal en un jour, à partir du matin où il se réveille jusqu'au soir, quels sont les différents rôles qu'il a dû endosser ce jour-là. Et puis, vous me dites, qu'est-ce qui vous parle? Est-ce que c'est le même cas pour vous? Et puis ensuite, on enchaînera sur la partie un peu plus théorique et là où je vais vous partager le maximum de connaissances que je peux. Alors, ça, c'est Thomas, pharmacien d'officine. Il a sa propre officine. Donc, c'est dans le cadre des épisodes Un jour, un pharmacien. Et là, on l'a suivi pendant toute la journée. Alors, voyons voir ce que Thomas fait en France. Malheureusement, on n'a pas l'exemple au Maroc, sinon j'aurais pris un pharmacien marocain. Et c'est vraiment intéressant parce que chaque pharmacie est différente. Et on va voir ce que Thomas fait. Salut, je m'appelle Thomas et je t'emmène avec moi découvrir ma journée de pharmacien d'officine. Voici ma pharmacie. Je la gère avec une équipe composée d'une dizaine de personnes. On y connaît la plupart de nos patients. Le matin, je commence souvent par un peu de comptoir. J'aime être en contact avec les patients, les conseiller.
Là, par exemple, j'explique à une patiente pourquoi il est important de prendre son médicament au réveil et pas plus tard dans la journée. Ce patient a une ordonnance très complexe. Je fais donc un bilan de médication avec lui pour lui expliquer chacun de ses médicaments et leur intérêt. Voici Virginie, elle est préparatrice en pharmacie. Elle a un doute sur une ordonnance et me demande mon avis sur le dosage indiqué pour un antibiotique. On reprend le poids de l'enfant et on refait le calcul. Je valide donc le nouveau dosage. À l'arrière de la pharmacie, on a un espace pour les préparations magistrales. C'est lorsqu'on prépare un dosage spécifique pour un médicament qui n'existe pas dans le commerce. Je vérifie la préparation, puis je la valide. Aujourd'hui, on vaccine quelques patients contre la Covid. On peut aussi faire des tests de dépistage, comme un test antigénique. Pause déj avec l'équipe. Ensuite, je prépare les plannings pour les semaines à venir. Je passe aussi quelques commandes de médicaments. D'ailleurs, une livraison est en cours. C'est notre robot qui range les médicaments et nous les apporte au comptoir. C'est un super gain de temps. Avant de finir ma journée, j'appelle le médecin qui a prescrit un médicament en rupture de stock à notre patient. On trouve ensemble la meilleure alternative possible. Je suis content d'être pharmacien d'officine. C'est un métier dont les missions évoluent constamment. On peut aussi cultiver sa fibre d'entrepreneur avec des missions de management et de gestion. Aucune de mes journées ne se ressemble. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la journée de Thomas? Très chargé. Il a beaucoup de missions. Quelles sont les missions que nous avons vues à travers la journée de Thomas? Dispensation de médicaments, conseil, préparation magistrale, gestion, puisqu'ils doivent passer une commande de médicaments, on l'a vu, contact avec le médecin, communication avec le patient. Alors, préparation magistrale. On a vu vaccination et dépistage. Je ne sais pas si c'est encore le cas au Maroc, mais avec l'association de la valorisation de l'acte officinal, Inch'Allah, ça arrivera. Comment? C'est nouveau en France, effectivement. Donc là, on a énuméré ensemble, en regardant un jour, 10 missions. Et il y a une mission aussi qu'on voit à travers la pause déjeuner avec l'équipe. Management, c'est un vrai manager. Il a une équipe et il fait une pause déjeuner avec eux, il communique avec eux, peut-être qu'il discute de ce qui s'est passé le matin, etc. Donc, on est vraiment dans une mini-entreprise avec toutes ses fonctions et tous ses départements. Alors, je reprends. Donc, aujourd'hui, le plan de mon intervention, je vous ai fait un petit teasing en vous faisant interagir avec moi et ça confirme bien l'importance d'avoir à la fois cette double casquette santé et business. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de voir avec vous les basiques managériaux que doit avoir un pharmacien dans son exercice officinal. On va parler de communication, parce que la communication est très importante au comptoir d'une pharmacie auprès de votre patient, mais aussi de vos équipes. On va parler de stratégie, puisque vous êtes une entreprise, et on va parler des basiques de la finance, puisque une entreprise doit quand même savoir si elle est rentable ou pas, donc les principales bonnes pratiques financières. Donc, côté santé, on a vu préparation magistrale, bilan de médication avec des dosages indiqués, etc. Et là, on a des exemples de business. Vous voyez, là, on a une pharmacie qui ressemble presque à un supermarché. Et on voit bien que les arguments qui sont mis en avant sont le prix bas, la neutralité, la disponibilité, donc à la fois des arguments commerciaux, disponibilité de stock, baisse des prix, mais à la fois un argument santé qui est la neutralité par rapport à un diagnostic. Donc, côté histoire, avant le pharmacien, il était quoi? On l'appelait comment? Apothicaire, exactement, apothicaire. Et un apothicaire, si vous vous retrouvez dans un film qui date du Moyen-Âge, ça ressemble un petit peu comme un sorcier. Vraiment, c'est les potions magiques, c'est faire le mélange des plantes, etc. Alors, aujourd'hui, il devient de plus en plus un expert en dispensation qu'un préparateur de médicaments, puisqu'il y a la pharmacie qui s'est industrialisée.
Il fait du conseil pour la posologie, c'est-à-dire il insiste et explique pourquoi il est important de prendre un médicament le matin et un médicament le soir plutôt que tous les deux gélules le matin. Et puis, il fait du test de dépistage et il passe la commande de médicaments. Donc, on a évolué du métier un petit peu de sorcier, préparateur, à un métier de conseil, de dispenser les médicaments et d'indiquer les bons dosages. Côté parcours de soins, l'essentiel que vous devez garder en tête en tant que professionnel de la santé, c'est que vous êtes là pour orienter votre patient, ensuite pour le soulager et ensuite pour documenter avec quoi vous l'avez soulagé. Et je pense que ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est la partie documentation. Parce que le pharmacien au Maroc vraiment oriente très bien vers le médecin ou en disant voilà ce que je pense que vous avez sans faire de diagnostic vraiment fixe. Soulager, vous pouvez prescrire des médicaments, donner des médicaments pour soulager votre patientèle pour des maladies chroniques ou des choses comme ça. Mais par contre, la documentation de ces patients, si on arrivait à suivre vraiment chaque patient, qu'est-ce qu'il nous demande, et qu'on fasse le suivi de ce qu'il a pris de chez nous avec des prévisionnels, on a un système de santé publique extraordinaire grâce à vous. Donc, côté santé, le premier recours au parcours de soins, je pense qu'il y a la partie documentation qui est à développer pour faciliter l'accès aux soins du patient. Du coup, le patient, il a en général 3 casquettes. Il est professionnel de la santé, c'est sa compétence principale, c'est ce que vous apprenez à l'université. Il a sa zone d'impact économique, il doit absolument développer un chiffre d'affaires, être rentable. Et puis, il a sa zone qu'on appelle d'éclate, c'est-à-dire où il va normalement kiffer, il va apprécier son métier. C'est la zone chef d'entreprise. Contrairement à l'appréhension que vous avez, la représentation mentale, où c'est la partie la plus dure parce que vous ne l'avez pas étudiée. Au contraire, c'est la partie où vous avez le plus de liberté et vous pouvez développer ce que vous voulez. Donc, pour mettre en place cette partie managériale, le pharmacien a besoin d'outils stratégiques. Pourquoi ? Parce qu'il doit se différencier. Vous êtes plusieurs pharmaciens, donc forcément, vous devez vous différencier par rapport aux concurrents. Il doit augmenter ses ventes et sa visibilité, et aussi gérer ses activités, puisque vous n'avez pas que le médicament que vous dispensez. Vous avez aussi des produits de parapharmacie, vous avez des produits d'aromathérapie, des produits de puériculture, et plusieurs différents produits. Alors, les principales caractéristiques d'un chef d'entreprise, il y a 2 choses. On a la partie front office et on a la partie back office. Dans la partie front office, vous allez retrouver des activités comme la vente, le merchandising, les négociations avec votre fournisseur, la logistique, puisque vous devez savoir combien de médicaments vous devez commander, à quel moment, et aussi la partie marketing. Oui, le marketing vous concerne, même si ça a un effet très péjoratif. Alors, j'étais dans une conférence à Dubaï en janvier, et il y avait une conférence qui a parlé que de marketing pour le pharmacien. Et c'était la partie, vraiment, on a appelé ça la centricité patient. Donc aujourd'hui, dans le marketing, on parle beaucoup de customer centricity, d'orientation client. Et pour les pharmaciens, on parle d'orientation patient. Et on va en parler. Côté back-office, c'est plutôt tout ce qui est RH, administratif, comptabilité, financement, système d'information, moyens généraux. Et là, il n'y a pas mieux que les ERP pour vous aider à gérer ça. Et n'hésitez pas, étant donné que c'est votre zone d'éclat en tant que chef d'entreprise, parmi ces différents blocs que vous avez dans le front office et le back office, choisissez. Puisque la stratégie, c'est aussi de faire des choix. Choisissez en tant que pharmacien, qu'est-ce que vous aimez faire et sur quoi vous allez vous concentrer. Et pour le reste, vous pouvez aussi déléguer, mais il faut avoir le minimum de base pour pouvoir déléguer et bien suivre, notamment pour sa comptabilité, notamment pour son système d'information. Alors, du coup, les activités du pharmacien en tant que manager, il doit accompagner son patient, lui faciliter l'accès aux soins, mais aussi commercialiser ses produits, ses médicaments, ses services dans un futur, Inch'Allah. La première des choses, c'est qu'il doit avoir une vision stratégique. Le marketing et la finance, c'est les 3 qu'on va voir. On va commencer par la relation client et la communication, ou ce qu'on appelle la centricité client. La centricité patient,
c'est comprendre ce double parcours. Donc, quand un patient vient chez vous, il vient avec un double parcours, d'où la double difficulté aussi pour vous. La première, le premier parcours, c'est qu'il vient pour son soin. Donc, il vient avec une idée, c'est que je dois être servi. C'est un parcours de service. Et pour cela, vous avez une obligation d'être très impliqué, avec une éthique très forte, en tant que pharmacien scientifique, professionnel de la santé, qui va connaître les dosages, qui va faire une bonne lecture d'ordonnance, qui va être responsable scientifiquement. Il y a la sécurité, il doit se sentir en confiance avec vous et se dire que s'il est là, c'est que vraiment il a en face de lui un professionnel de santé qui a fait 5 ans ou 6 ans d'études dédiées à ça. Il doit être pris en charge et on doit le rassurer. Donc, on est un petit peu... vous êtes, j'ai tendance à des fois, mais vous êtes ceux qui nous rassuraient le plus. Et de l'autre côté, c'est le parcours de vente. Donc, c'est le double parcours. Et même si dans le parcours de soins, vous êtes très impliqué, etc., ça vous aide, ça a des synergies positives sur le parcours de vente. Mais quand il vient en tant que client et pas en tant que patient, il va chercher d'autres choses différentes. Donc là, il est satisfait si vous êtes un bon professionnel de santé, il est satisfait si vous lui assurez une bonne sécurité, une confiance, mais là, dans le parcours de vente, il est satisfait s'il a la disponibilité du produit, s'il a un prix bas, s'il trouve les stocks qu'il veut, si l'expérience est agréable dans la pharmacie, c'est-à-dire qu'il va rentrer, qu'il ne va pas sentir de mauvaises odeurs, que les rayons ne soient pas sales, que la personne qui va l'accueillir est sympathique, agréable. Donc là, on a des attributs de satisfaction qui sont doubles. À la fois, vous devez lui assurer la partie santé et à la fois, vous devez lui assurer la partie commerciale si vous voulez qu'il continue à acheter de chez vous, qu'il soit satisfait et fidèle. C'est pour ça qu'on a 3 niveaux d'attributs de satisfaction que je vous conseille de faire comme exercice dans votre pharmacie. Le premier niveau, c'est l'attribut basique, c'est-à-dire le niveau de seuil à atteindre pour que votre patient-client soit satisfait. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant d'avoir le monopole du médicament, d'avoir le paracétamol qui est en place dans votre rayon ou l'antibiotique dont il a besoin pour qu'il soit enchanté. Il sera uniquement satisfait. C'est-à-dire qu'il vient pour une transaction, il cherche un produit, il le trouve. C'est le seuil minimum pour lui face à ce pharmacien. Je vous donne l'exemple. Vous allez prendre un café, supposons vous allez prendre un café chez Paul ou à la table du marché à côté. Vous arrivez, qu'est-ce que vous attendez une fois que vous vous attablez dans ce café? Un bon service. Très bien. Donc, vous attendez à ça. Vous arrivez, vous vous attablez, le serveur vous pose la question, vous prend cette commande, vous ramène votre café est chaud, très bien, tout va bien. On passe à l'attribut de satisfaction moteur. Ça veut dire que, supposons vous arrivez à ce café, et puis ce serveur vous ramène une bouteille d'eau. Il vous place dans une table qui n'est pas au courant d'air, qui est agréable. Il vous parle et il vous demande est-ce que vous avez besoin d'autre chose. Il vous assure que votre expérience est positive. Là, vous allez être encore plus satisfait. Vous ne vous attendiez pas à qu'il vous fasse la discussion. Vous attendiez juste à qu'il prenne votre commande, qu'il vous ramène votre café chaud et que le café soit de bonne qualité. Par contre, s'il est davantage sympathique, votre satisfaction va augmenter. Mais alors, si votre café n'est pas bon, attribut de satisfaction basique, vous n'êtes vraiment pas content. Mais si votre café est chaud, vous avez votre bouteille d'eau, tout va bien, c'est l'attribut de satisfaction moteur. Quand on passe au bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Imaginez, vous ramène un petit chocolat avec le café ou un petit macaron. Et c'est gratuit. Là, on parle de attribut de satisfaction bonus. Vous êtes, je pense, pour une grande majorité, ici à l'hôtel aujourd'hui. Quand vous allez à l'hôtel, vous attendez à trouver quoi ? Un lit de bonne qualité, une télé, une salle de bain, tout est bon. L'attribut de satisfaction moteur, ça veut dire que vous allez trouver une bonne qualité de Wi-Fi, que vous allez trouver plusieurs chaînes à la télé que vous allez pouvoir regarder,
que vous allez trouver un service agréable. Et l'attribut de satisfaction bonus, les fruits dans la chambre. Exactement. Alors maintenant, je vous demande de mettre ça par rapport à votre pharmacie. Quel est l'attribut de satisfaction basique que votre patient cherche? Disponibilité du médicament. Quel est l'attribut de satisfaction moteur? La rapidité, oui. Donc, il faut faire en sorte d'être rapide. Donc, la gestion de la queue, si vous êtes dans une zone d'achalandage importante. Être souriant, l'accueil client, ça, je dirais même, il faut le mettre dans le basique. Parce que quelqu'un qui n'est pas agréable, je vais à la pharmacie à côté. Le conseil, ça c'est l'attribut de satisfaction moteur à mon sens d'un professionnel de santé pharmacien. Et l'attribut de satisfaction bonus, les échantillons. Exactement, les échantillons ou alors le suivi de sa médication avec lui. Le fait de rester en contact avec lui pour lui rappeler, lui faire des systèmes d'alarme, il y a plusieurs choses qui peuvent enchanter le client, qui ne sont pas forcément mises en place aujourd'hui, mais qui peuvent vous apporter un gain que vous ne voyez pas. Parce que le gain ne sera pas directement vu sur votre chiffre d'affaires comme vous allez acheter plus de marchandises, donc vous allez vendre plus de marchandises, donc votre chiffre d'affaires va augmenter. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas mathématique, mais vous avez un gain qualitatif puisque ce patient-là ne pourra plus se passer de vous. Vous êtes son pharmacien, comme vous êtes son médecin ou vous êtes sa boulangerie qui ne peut pas changer. Donc l'objectif, c'est d'essayer de développer le maximum d'attributs de satisfaction bonus au comptoir de votre pharmacie. La deuxième chose, c'est identifier les moments de vérité. C'est quoi les moments de vérité ? C'est le moment où vous n'avez pas une autre possibilité, c'est une opportunité où vous allez vraiment vous distinguer par rapport à vos concurrents. Et ce moment de vérité, il faut savoir l'identifier pour craquer le code et se dire, bon, c'est maintenant ou jamais. Et là, c'est dans l'expérience. Donc, quand votre patient rentre en pharmacie, il arrive, eh ben, c'est son moment de vérité, surtout si c'est la première fois. C'est la fameuse première impression. C'est le moment où vous pouvez faire la différence par rapport à un autre. Et pour ce moment de vérité et pour ces attributs de satisfaction bonus, l'empathie est un ingrédient nécessaire. C'est quoi l'empathie ? Ça paraît simple, mais aujourd'hui, de plus en plus, vu qu'on est dans nos routines, on est pris par le temps, le contact humain se fait de plus en plus rare. Avec les technologies, on est happé par le temps et on a de moins en moins d'empathie. C'est la capacité que vous avez face à votre patient à reconnaître, comprendre et apprécier ses émotions. C'est aussi être sensible par rapport à comment le patient ressent ce qu'il ressent. Donc, il arrive chez vous au comptoir, et vous voyez qu'il est pas content. Il est... au lieu d'être pas content face à lui, parce que c'est pas agréable d'avoir une vibe négative qui arrive alors que vous n'avez rien demandé, vous êtes, puisqu'il est là chez vous, responsable d'une manière ou d'une autre de le rendre plus content. Et donc ça, c'est l'empathie, c'est de faire un effort sur soi et pour être sympathique malgré le fait qu'il y a des choses qui n'encouragent pas forcément à l'être. Et les principales étapes de l'empathie, c'est qu'il faut écouter pour comprendre. Et on parle d'écoute active. Alors, quand on écoute pour comprendre, ça veut dire qu'il vient chez moi, le patient, il dit « je veux du paracétamol ». Si vous écoutez pour comprendre, vous allez essayer davantage de savoir pourquoi il a besoin de paracétamol. Est-ce que c'est pour soigner une migraine et pour soigner un maux de ventre ? Et là, vous pouvez aussi l'orienter vers d'autres choses. Collectez la bonne information, puisque... il dit quelque chose, mais vous pouvez entendre autre chose. S'assurer qu'il a bien compris et enfin résoudre le problème ensemble. C'est quoi l'objectif ? C'est que ce patient vous voit comme son sauveur. Vous êtes là pour l'aider à résoudre ces petits problèmes, ce qui n'est pas quelque chose d'énorme pour vous, mais qui représente un gain énorme pour lui. Et là,
je vais vous parler de l'équation de confiance. L'équation de confiance, c'est la crédibilité plus l'intimité plus la fiabilité. La crédibilité, vous l'avez en tant que pharmacien, parce que la crédibilité, c'est quoi? C'est le fait que je crois en vous, que vous êtes un scientifique qui a les bonnes connaissances et qui va vraiment me donner la bonne information. Vous avez aussi un diplôme qui assure que cette crédibilité est assurée. L'intimité, c'est la fameuse empathie. Donc, on rentre dans l'intimité du client. Et aujourd'hui même, les multinationales cherchent ce qu'on appelle cette customer intimacy, c'est-à-dire être au plus proche de ses clients pour comprendre ce qu'ils ressentent quand ils ressentent. Et comment cette intimité se développe davantage? Parce que vous allez me dire, les multinationales, il y a 23 000, 30 000 collaborateurs, comment ils vont être intimes avec leurs clients? Vous pouvez être intime avec votre client parce que c'est du one-to-one, mais il y a le marketing interactif aujourd'hui. Aujourd'hui, on est connecté à notre client sans s'en rendre compte puisqu'il est toujours sur son smartphone. Donc, vous êtes intimement connecté à toutes les multinationales qui vous vendent beaucoup de choses tous les jours puisqu'elles savent exactement tout ce que vous faites grâce à votre smartphone. La fiabilité, c'est le fait de pouvoir être fiable, pertinent par rapport à ce que vous dites. Donc, on va avoir confiance en vous. On va vouloir vous croire. C'est le fait d'avoir confiance. Donc, je me dis, je vais chez ce pharmacien. C'est quoi la différence entre un pharmacien crédible et un pharmacien fiable? Un pharmacien est forcément crédible, mais il n'est pas forcément fiable si je ressens qu'il veut me vendre un médicament qui ne me convient pas forcément parce qu'il veut écouler un stock. Alors, si je prouve, il suffit d'une seule fois ou d'une demi-fois à ce patient-là que j'ai son intérêt à cœur et que je suis là avec toute la neutralité du monde, eh ben, vous avez gagné toute sa confiance. Et tout ça divisé par l'estime de soi. Et plus l'estime de soi est grande, et plus l'équation de confiance diminue. Parce que quand vous êtes, en tant que pharmacien, vous dites « Non, mais moi, je suis le pharmacien, de toute façon, c'est moi qui comprends tout, et puis le patient, il ne comprend rien. » Eh bien, vous aurez beaucoup plus de mal à être en intimité avec lui et à développer votre crédibilité et votre fiabilité. Alors que si vous avez une estime de soi que vous remettez à niveau et que vous rechallengez, là, vous allez vraiment augmenter l'équation de confiance parce que vous serez à même à plus être à l'écoute et créer de la valeur pour votre patient à travers la confiance qu'il aura mis en vous. Les étapes pour accomplir cette relation de confiance, c'est 5 et votre action doit pouvoir dire les phrases suivantes. Sans le dire directement, mais vos actions doivent dénoter que j'écoute pour comprendre ton besoin, que je comprends tes besoins et tes objectifs, que je me prépare afin de t'aider à atteindre ces objectifs, que je suis de ton côté et que tu peux me faire confiance. Une fois que ces 5 phrases sont clarifiées dans votre posture, tout ira bien. La communication bienveillante, c'est un des leviers pour augmenter cette équation de confiance. Généralement, toutes les personnes, en général, c'est pas parce qu'on est une mauvaise ou une bonne personne, quand on écoute quelqu'un parler, on se prépare déjà à réagir. On prépare notre réponse. Donc, comme vous êtes avec votre patient, vous pensez déjà avoir compris ce qu'il a et vous ne laissez pas finir sa phrase que vous lui proposez déjà un médicament. Elle sélectionne ce qu'elles entendent à travers leur propre paradigme et leur propre façon de voir le monde. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de représentations mentales? Les représentations mentales, c'est des convictions profondes que nous avons tous. Encore une fois, ce n'est pas être bon ou mauvais. J'ai une représentation mentale et c'est une sorte de lentille qui me permet de voir le monde. Et donc, si je ne prends pas conscience et que je me dis que la personne en face a peut-être une représentation mentale différente, je vais inconsciemment sélectionner ce qu'elle va me dire et répondre à côté de la plaque. Et enfin, quand je vais entendre une histoire où quelqu'un va me parler, il va me raconter que sa maman a un cancer, que ça va me faire penser à une amie qui a eu la même histoire ou à un conjoint qui a eu la même histoire. Et du coup, on pense à notre vie avant d'être
à fond dans celle des autres. Donc ça, c'est un petit peu... Il faut juste prendre conscience de ces différents paradigmes pour savoir quand est-ce qu'on est dans une écoute désintéressée, quand est-ce qu'on prétend qu'on écoute, mais en fait qu'on n'écoute pas du tout, quand est-ce qu'on sélectionne ce qu'on veut écouter parce que ça nous arrange bien, et enfin, quand est-ce qu'on est à 100% dans l'écoute active et que c'est là qu'on rend service totalement à notre patient. Donc ça, c'était la partie un petit peu centricité patient, et vous avez vu, je l'ai vraiment focalisé sur la communication avec votre patient. Parce que s'il est là à votre pharmacie, c'est qu'il a besoin de vous et qu'il a besoin de communiquer et qu'il est dans une situation de santé il est à la pharmacie parce qu'il recherche une oreille très attentive. Côté stratégie, en tant que pharmacien et chef d'entreprise, vous devez vous poser les bonnes questions, parce qu'une entreprise, si ça n'a pas de direction, ça ne sait pas où est-ce qu'elle va, eh bien vous avez une pharmacie qui va tourner jusqu'au moment où ça va moins tourner en fonction des... Donc vous mettez votre pharmacie entre les mains des aléas de la vie et de l'environnement. Moi, ce que je vous propose, c'est que, non, maîtrisez votre propre environnement pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez et, dans votre zone d'éclate de chef d'entreprise, voir sur quoi vous pouvez concentrer vos forces pour développer vos chiffres d'affaires. Dans toutes les entreprises du monde, et la pharmacie ne doit pas s'en passer, c'est de formuler c'est quoi ma mission, pourquoi j'ai cette officine, de formuler c'est quoi ma vision, qu'est-ce que je veux que mon officine, à quoi elle va ressembler dans 10 ans. Et enfin, bon, mes valeurs, ça c'est vos valeurs en tant que pharmacien d'officine, elles sont confondues avec les valeurs de l'entreprise. Et les questions qu'il faut se poser, c'est qui suis-je, donc devant un miroir, ma pharmacie, qui elle est, où est-ce qu'elle va et comment elle va s'y rendre, et donc avec des plans d'action. Et le fait de faire cet exercice, de le formaliser sur une feuille à un papier ou sur un Word, sur un ordinateur, de le faire une fois par an, encore une fois, vous ne réalisez peut-être pas le bénéfice aujourd'hui et vous allez voir ça comme une perte de temps, mais le fait de formaliser, comme on dit souvent en psychologie, il faut verbaliser. Aujourd'hui, en entreprise, on dit il faut formaliser. Donc, formalisez cette vision, formalisez cette mission et quels sont vos objectifs. Projetez-vous à 5 ans, à 10 ans et vous verrez que dans vos décisions au quotidien, par rapport à la prise de commande d'un médicament, par rapport à l'aménagement de votre officine, par rapport au développement de votre vitrine, vous aurez les idées beaucoup plus claires et les décisions que vous prendrez au quotidien seront beaucoup plus claires parce que vous aurez formalisé cette feuille de route. Alors, pour vous aider à formaliser cette feuille de route, il y a le diagnostic. Le diagnostic, ce qu'on appelle l'analyse stratégique, c'est une analyse interne et une analyse externe. Et face à ce diagnostic, l'objectif, c'est que je l'opérationnalise et que je puisse avoir des objectifs et que je fasse leur suivi. L'objectif de ce diagnostic stratégique, c'est d'avoir des facteurs clés de succès. Alors, pour l'analyse externe, il y a, pour vous en tant que pharmacien, une analyse de l'écosystème géographique. Une pharmacie qui est à côté d'une école n'est pas une pharmacie qui est à côté d'une mosquée. Une pharmacie qui est dans un centre commercial n'est pas une pharmacie qui est dans un quartier populaire. Donc, faites le mapping des différentes parties prenantes qu'il y a autour de vous. C'est ce qu'on appelle le géomerchandising. Une pharmacie qui sera à proximité d'une clinique, d'un hôpital, d'un médecin. Faites des partenariats pour développer ça. Et pour faire des partenariats, il faut faire de la veille économique. C'est quoi la veille économique ? C'est c'est aller vraiment chercher l'information, et pas uniquement sur Internet, de tout ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce qu'ils offrent ? Quelle synergie je peux développer par rapport à ces partenaires ? Et qu'est-ce que je peux offrir pour compléter leur offre. Et enfin, diagnostiquer bien sûr ma concurrence et ne jamais se limiter à la concurrence directe. La concurrence directe, c'est vous, entre vous, pharmaciens. Mais il y a aussi des concurrents indirects qu'on ne voit même pas. Typiquement, aujourd'hui, les grandes surfaces peuvent être des concurrents des pharmacies. Sans parler, bien sûr, des parapharmacies, des parfumeries, des épiceries.
Donc, plusieurs concurrents potentiels possibles et ne pas se limiter aux concurrents physiques. Vous avez aussi des concurrents en ligne qu'il faut aller diagnostiquer. Concernant l'analyse externe, je vous ai préparé ici, si vous souhaitez le prendre en photo, quelques questions à se poser par rapport à vos différentes parties prenantes qui vous concernent prioritairement, que sont les clients et les patients, les fournisseurs, les concurrents et les pouvoirs publics. Donc, ça va vous aider, c'est une sorte de framework pour vous aider à répondre à ces questions. Donc, une fois qu'on a fini l'analyse externe, qu'est-ce que ça me permet d'avoir, l'analyse externe? Les opportunités et les menaces. Sur quoi je peux rebondir et ce sur quoi, attention, je dois faire point de vigilance et je dois absolument faire attention. Une fois que j'ai vu ce qui se passe autour de moi dans mon environnement, je dois voir ce qui se passe chez moi. Parce qu'il n'y a pas que dans l'environnement que ça se passe. Ça se passe aussi chez moi. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai de points forts? Et qu'est-ce que je peux développer? Et aussi, quelles sont les activités que je veux développer? Est-ce que je veux développer plus de l'aromothérapie? Ou est-ce que je veux être un spécialiste des maladies d'oncologie ou des maladies chroniques, de la tension, diabète? Comment je peux développer tout ça? Donc, encore une fois, je vous ai préparé ici l'identification potentielle de vos ressources. Donc, il y a différentes ressources financières, physiques, relationnelles, intangibles, qui sont très difficiles aussi à remonter, humaines, et le savoir-faire qui réside dans vos préparations magistrales notamment. Donc, nous avons aussi, l'analyse interne consiste à segmenter ces différentes activités, la santé humaine, la beauté, l'hygiène, le bien-être, la santé animale, etc. Côté finance, et c'est là que le bas blesse, et généralement, vous êtes très intéressé par la partie financière, et c'est pour ça que je l'ai laissé à la fin. La finance, moi, je vais vous dire, n'allez pas chercher beaucoup plus. On ne va pas utiliser le canon pour une mouche. On est une entreprise, certes, mais on a besoin de connaître quelques indicateurs simples. Et plus c'est simple, et mieux c'est. Il y a un livre d'un grand professeur, auteur de Harvard Business School, qui s'appelle Félix Ozer-Billy. Il a dit « Better, simpler stratégie ». Donc malgré tout ce que je vous ai dit, le plus simple, plus c'est simple, plus c'est compréhensible, et mieux c'est. Le chiffre d'affaires, la marge, la trésorerie, le stock et le BE. Moi, je vais aller directement à quelques quick wins. Le chiffre d'affaires, c'est quoi en pharmacie? Le chiffre d'affaires, c'est la somme de vos factures de vente et vos tickets de caisse. C'est très important de voir l'évolution de votre chiffre d'affaires pour connaître vos différentes saisonnalités. C'est très important aussi, en tant que quick wins, de segmenter ce chiffre d'affaires, et c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est relatif aux médicaments, surtout maintenant avec l'exonération de TVA, doit être traité seul. Le chiffre d'affaires qui est pour la parapharmacie doit être traité seul. Le chiffre d'affaires pour les dispositifs médicaux hospitaliers consommables doit être traité seul. Pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi je vous conseille de traiter chaque chose? Pour voir la marge qui est complètement différente, oui. C'est la même chose. Même réponse? Oui. Comment? Ça correspond aussi à la marge. Mais parce que vous n'avez pas aussi les mêmes concurrents dans les mêmes activités. Vous avez aussi un diagnostic à faire par activité. Un dispositif, une pharmacie va vendre des dispositifs médicaux parce qu'elle est en face d'un hôpital, ou va vendre, je ne sais pas, des produits d'enfants, des peignes anti-peau parce qu'elle est en face d'une école. Et le fait de segmenter par activité, donc pas par produit, par activité, je mets un ensemble de produits dans une activité, ça me permet d'avoir une vision plus claire sur comment je peux agir sur cette activité pour la développer davantage. Côté dépenses, donc, on est vraiment recettes-dépenses. Côté dépenses, on a les dépenses d'investissement. Qu'est-ce que c'est les dépenses d'investissement? L'immobilisation, on a acheté un PC pour traiter on a financé un logiciel de gestion, les murs au départ. Donc,
c'est des dépenses qui se font en un coup et qui s'amortissent sur le long terme. Alors, les dépenses d'investissement doivent être séparées des dépenses d'exploitation. Pourquoi? Parce que les dépenses d'exploitation, c'est ce qui fait tourner votre pharmacie tous les jours, alors que les dépenses d'investissement, c'est un autre traitement. Donc, quand vous êtes avec votre comptable, vous devez faire cette séparation entre charges d'investissement et charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, on a deux types. Les achats de marchandises qui se font de manière récurrente. Donc, c'est vos commandes face au laboratoire. Et de l'autre côté, les charges d'exploitation qui sont mensuelles, comme les frais de personnel, les frais d'électricité, les frais d'IR, de CNSS, les notes de frais de déplacement de vos assistants pharmaciens, etc., ou de vous-même. Donc, on a ici quelques bonnes pratiques de gestion financière. La première bonne pratique que je conseillerais à tout pharmacien d'officine, c'est la séparation de ses comptes professionnels et personnels. Ceux qui sont dans le cas d'une pharmacie personne physique encore aujourd'hui, je conseille quand même de séparer vos comptes. Quand vous êtes dans le cas de la SARL, bon, les comptes sont séparés d'office. Alors, il y a différents traitements, effectivement, vous allez me dire, mais le pharmacien, il est capable de prendre quand il est dans la personne physique, il ne peut pas prendre quand il est dans la SARL, mais il y a différentes manières de gérer ça. Mais on ne peut pas aujourd'hui prendre dans le compte d'un pharmacien pour payer les frais de scolarité des enfants, par exemple, parce que ça va vous bousiller toutes vos prévisions en dépenses d'investissement, par exemple. Donc, faire la différence entre recettes et bénéfices. Et c'est là, ça rejoint l'exemple des frais de scolarité. Ce que j'ai dans le compte de ma pharmacie, ce n'est pas des bénéfices, c'est un chiffre d'affaires. Le bénéfice, je l'ai à la fin de l'année, quand je fais le calcul avec mon comptable et que je suis capable de voir qu'est-ce que ça m'a dégagé comme marge. Vous me dire, oui, mais je ne gagne pas ma vie du coup. Quand est-ce que je vais, moi, avoir un bénéfice? Alors, soit vous vous reversez un salaire mensuel qui vous permet de vraiment avoir le suivi de vos dépenses, ou alors vous pouvez utiliser un petit peu des charges. Vous pouvez, si quand dans le cadre de SARL, c'est-à-dire le fait de venir en week-end à Marrakech, c'est quelque chose que vous pouvez financer par votre pharmacie à partir du moment où vous avez un justificatif d'hébergement, une invitation à Officine Expo, la preuve que vous avez été à Officine Expo pour votre formation continue. Donc vous avez la possibilité de vivre avec votre pharmacie, mais de différentes manières. Mais surtout, ne prenez pas dans les recettes en pensant que c'est des bénéfices. Gérer sa trésorerie, et on va le voir avec le besoin en fonds de roulement, et gérer son stock. Gérer sa trésorerie et son stock, c'est deux choses. C'est le crédit client et le crédit fournisseur. Généralement, le pharmacien, il n'y a pas de crédit client. Le client, il vient, il paye, donc c'est un grand avantage que vous avez. En tout cas, alors c'est un attribut de satisfaction bonus plus plus. C'est devenu basique? Eh ben, il faut faire en sorte que ce soit un bonus. Donc, le principe du besoin en fonds de roulement, c'est qu'il faut absolument avoir le minimum de crédit client. Et donc, pour avoir une trésorerie avec du cash qui rentre, avoir un délai, en tout cas s'il y a un délai, faire en sorte d'avoir des systèmes de recouvrement qui suivent les créances clients et qui permettent de ne pas dépasser un délai, je ne sais pas, de 30 jours, de 60 jours. Et ça, il faut le comparer au crédit fournisseur, puisque si face avec vos fournisseurs, donc laboratoires pharmaceutiques ou autres, vous avez un délai fournisseur qui est de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours, ben, il faut absolument que vos crédits clients soient inférieurs à ça. Parce que là, vous êtes en déséquilibre total si vous donnez 90 jours à votre client et vous avez uniquement 30 jours avec votre fournisseur. Et puis, il y a aussi un autre quick win très important, c'est faire la différence entre le chiffre d'affaires encaissé et le chiffre d'affaires facturé. Vous pouvez avoir facturé tant que vous n'avez pas encaissé, vous ne le comptabilisez pas de la même manière. Donc ça aussi, ça c'est très important à suivre. Et tout ce dont je vous ai parlé, il faut le suivre dans un tableau de bord, puisque le tableau de bord, c'est ce qui vous, comme la feuille de route stratégique, c'est ce qui va vous permettre. Prenez juste 4 indicateurs maximum au vert, en orange ou en rouge. Et ces indicateurs-là vont vous permettre, comme dans une voiture,
où vous avez un tableau de bord qui va vous montrer que vous avez dépassé 120 km/h et que vous risquez d'être arrêté par un radar. Le tableau de bord, il va vous montrer que votre chiffre d'affaires il a baissé de 30% ce trimestre-là et que vous risquez d'arrêter l'exercice de votre pharmacie. Donc, le tableau de bord est essentiel. Essayez de le mettre en place, ne serait-ce que sur un Excel. Pas besoin si vous avez un ERP, oui, c'est encore mieux. Mais juste sur un Excel, il faut absolument toujours piloter et avoir les indicateurs de la santé financière de votre pharmacie en tête. Donc ici, je vous ai mis vraiment quelques bonnes pratiques clés pour l'officine, en sortant même de la partie finance, communication, stratégie. Il y a aussi la partie fonction, support et ressources humaines. Et c'est un petit peu les quick wins de l'entreprise. Donc, j'ai focus sur l'aspect chef d'entreprise commerçant, même si vous n'étiez que 3 ou 4 à dire que vous étiez chef d'entreprise commerçant. Mais j'espère vous avoir sensibilisé sur le fait que vous l'êtes et vous l'êtes davantage encore plus dans l'avenir, sans oublier votre partie, bien sûr, scientifique, santé, premier recours de soins, qui a une importance majeure parce que vous êtes vraiment à proximité du patient. Vous avez aussi d'autres obligations managériales que j'ai eu le plaisir de vous rappeler aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre présence. Ça fait chaud au cœur. Merci.